Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le troisième chapitre de ce cours porte essentiellement sur l'influence de la température sur la cinétique des réactions et sur les réactions complexes. Le troisième chapitre de ce cours porte essentiellement sur l'influence. Voici le plan du troisième chapitre. La section 1 traite du facteur température, la loi d'Arrhenius et l'évolution de la vitesse en fonction de la température. Dans la section 2, nous verrons rapidement les bases de la théorie cinétique des gaz, en particulier l'énergie cinétique moyenne et les vitesses moyennes. La section 3 concerne les réactions complexes, d'un point de vue de l'énergie d'activation et de leur mécanisme. Voici le plan du troisième chapitre. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence sur la vitesse des réactions. Nous allons voir ici comment cela se traduit mathématiquement. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence sur la vitesse des réactions. Nous allons voir ici comment cela se traduit mathématiquement. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence sur la vitesse des réactions. Nous allons voir ici comment cela se traduit mathématiquement. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence sur la vitesse des réactions. Nous allons voir ici comment cela se traduit mathématiquement. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence sur la vitesse des réactions. Nous allons voir ici comment cela se traduit mathématiquement. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence sur la vitesse des réactions. Nous allons voir ici comment cela se traduit mathématiquement. Nous avons vu au chapitre 1 que la température était un facteur cinétique. En effet, la température va avoir une influence. En supposant EA indépendant de la température T, on peut intégrer la loi d'Arrhenius suivante, d de ln de k sur dt est égal à EA sur RT carré, par rapport à la température pour obtenir deux autres expressions de la loi d'Arrhenius. ln de k est égal à ln de A moins EA sur RT, et k est égal à A exponentielle de moins EA sur RT. A est appelé facteur pré-exponentiel d'Arrhenius. Il a la même dimension que la constante de vitesse k. Vous devez connaître les différentes formes de la loi d'Arrhenius et savoir passer de l'une à l'autre mathématiquement. Vous pourrez ainsi utiliser celle qui est la plus appropriée à la question posée. À partir de l'expression 1, on voit que si l'on trace ln de k en fonction de 1 sur t, on obtient une droite de pente moins EA sur R, comme on peut le voir sur ce graphique. L'ordonnée à l'origine de cette droite vaut ln de A. Cette ordonnée à l'origine correspond à 1 sur t égale à 0, c'est-à-dire une température infinie. Une énergie d'activation élevée signifie que la constante de vitesse est très sensible à la température. Au contraire, lorsqu'une réaction possède une énergie d'activation nulle, cela signifie que sa vitesse est indépendante de la température. Dans certains cas rares, l'énergie d'activation est négative, ce qui signifie que la vitesse diminue quand la température augmente. Nous n'étudierons pas ici ce type de réaction qui possède un mécanisme complexe. Attention, il faut savoir aussi que l'approximation de dire que l'énergie d'activation ne dépend pas de la température n'est pas toujours vraie. Dans un tel cas, le comportement du système n'est pas conforme à la loi d'Arrhenius, et l'expression 1 n'est donc pas vérifiée. En supposant EA indépendant de la... Voici un exemple pour voir comment on peut calculer l'énergie d'activation. La pyrolyse de l'éthanal, CH3CHO, conduit à du méthane, CH4, plus du monoxyde de carbone, CO. Selon la réaction, CH3CHO qui donne CH4 plus CO. Expérimentalement, il a été montré que cette réaction est d'ordre 2. La vitesse s'exprime donc ainsi, V est égal à K, qui dépend de la température, comme nous venons de le voir, fois concentration en réactif à la puissance 2, puisque l'ordre de la réaction vaut 2. On a donc V est égal à K de T, fois la concentration de CH3CHO au carré. K a été mesuré entre 700 Kelvin et 1000 Kelvin. Ces valeurs sont reportées dans le tableau. En admettant la validité de la loi d'Arrhenius, déterminons l'énergie d'activation EA et le facteur pré-exponentiel A correspondant. On écrit la loi d'Arrhenius sous la forme logarithmique, ln de k égale ln de A moins EA sur RT. En traçant ln de k en fonction de 1 sur t et en effectuant une régression linéaire,
On obtient des points alignés et une droite d'équation y égale 26,6 moins 21 800x, avec un coefficient de corrélation de 0,996. L'ordonnée à l'origine, 26,6, est égal à ln de a. Le facteur pré-exponentiel a ayant la même dimension que la constante de vitesse k, on en déduit a égale 3,57, 10 puissance 11, litres mol moins 1, seconde moins 1. La pente de la droite est égale à moins EA sur R, d'où EA égale 181 kJ par mol. Voici un exemple pour voir comment on peut calculer l'énergie. Intéressons-nous maintenant à la variation de la vitesse de réaction avec la température. Soit une réaction ayant une loi de vitesse s'exprimant par V égale K fois la concentration en réactif A à la puissance P fois la concentration en B à la puissance Q. Cette loi est valable dans un certain domaine de température. On peut ainsi l'écrire pour une température T1. On note V1 et K1, la vitesse et la constante de vitesse à cette température. On a donc V1 égale K1 fois la concentration de A à la puissance P fois la concentration de B à la puissance Q. On fait la même chose à la température T2. V2 est donc égal à K2 fois la concentration de A à la puissance P fois la concentration de B à la puissance Q. En faisant le rapport des deux vitesses, V2 sur V1, on va pouvoir exprimer l'énergie d'activation EA en fonction des deux températures et des deux constantes de vitesse. On a donc V2 sur V1 est égal à K2 fois la concentration de A à la puissance P fois la concentration de B à la puissance Q, divisé par K1, concentration de A puissance P fois concentration de B puissance Q. Les concentrations s'éliminent, on obtient donc K2 sur K1. D'après l'expression 2, la loi d'Arrhenius, vue à la diapositive précédente, on a A exponentielle moins EA sur RT2 divisé par A exponentielle moins EA sur RT1. Les A se simplifient, on rassemble les deux exponentielles, ce qui donne exponentielle de EA sur R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2. On rassemble les deux fractions, d'où on a exponentielle de EA sur R fois T2 moins T1 sur T1 T2. On prend le logarithme de cette expression, ce qui donne ln de K2 sur K1 est égal à EA sur R fois T2 moins T1 sur T1 T2. On a donc l'énergie d'activation EA qui est égale à R fois T1 T2 sur T2 moins T1 fois ln de K2 sur K1. Cette dernière expression permet de calculer l'énergie d'activation quand on connaît les constantes de vitesse à deux températures différentes. Il est inutile d'apprendre par cœur cette dernière expression. Par contre, il faut savoir refaire ce raisonnement à partir de la loi d'Arrhenius exprimée à deux températures différentes en faisant le rapport des deux constantes de vitesse. Intéressons-nous maintenant à la variation de la... Dans cette section, nous allons expliquer pourquoi la constante de vitesse des réactions dépend de R, constante des gaz parfaits, et nous nous intéresserons à l'aspect microscopique de la cinétique. Il s'agit de la théorie cinétique des gaz. Cette théorie rend compte des propriétés macroscopiques des gaz. Température, pression, volume, à partir de leur comportement à l'échelle microscopique. Nous présenterons ici le modèle cinétique d'un gaz parfait. Cette théorie décrit un gaz comme un milieu constitué de particules, molécules ou atomes, qui sont très éloignées les unes des autres, se déplaçant en continu, aléatoirement, à des vitesses très grandes et en ligne droite, et entrant fréquemment en collision, parfaitement élastique. Ce modèle cinétique rend bien compte du comportement des gaz, et par exemple de leur expansion spontanée dans la totalité du volume offert. Les molécules sont en continuelle agitation, c'est le mouvement brownien. Dans cette section, nous allons expliquer pourquoi puisque les molécules d'un gaz sont en mouvement, elles possèdent une énergie cinétique. E égale 1/2 de mv carré, m étant leur masse et v leur vitesse. Cette énergie cinétique varie continuellement, sous l'effet des chocs qui se produisent entre les molécules. À un instant donné, les molécules d'un gaz n'ont donc pas toutes la même énergie cinétique, mais on peut définir pour l'ensemble de ces molécules une énergie cinétique moyenne, E bar. E bar est égal à 1/2 de m v carré bar. V carré bar étant la moyenne des carrés des vitesses. La valeur de cette énergie cinétique moyenne, E bar, dépend de la température, et uniquement de la température. On peut établir qu'elle est proportionnelle à T, selon la relation E bar égale 3/2 de kBT, où kB est la constante de Boltzmann, qui vaut 1,381, 10 puissance moins 23, Joule Kelvin moins 1.
Cette relation apporte une nouvelle définition de la température et donne à sa valeur 0 le sens de la température à laquelle les mouvements des molécules d'un gaz, agitation thermique, cessent. C'est le zéro absolu. D'après cette définition, on peut voir qu'à une température donnée, l'énergie cinétique moyenne des molécules est donc la même pour tous les gaz. Par contre, les molécules de deux gaz différents n'ayant pas la même masse, et les molécules de deux gaz différents n'auront pas la même vitesse moyenne. Les plus lourdes se déplacent moins vite. À titre d'exemple, la vitesse moyenne à 273 Kelvin des molécules d'argon est de 380 mètres par seconde. Puisque les molécules d'un gaz sont en mouvement, à un instant donné et à une température donnée, les molécules d'un gaz n'ont pas toutes la même énergie cinétique, donc pas la même vitesse. Intéressons-nous à la façon dont ces vitesses se distribuent entre les molécules et comment une variation de température peut modifier cette distribution. La figure montre comment se distribuent les vitesses des molécules de dioxygène à différentes températures. C'est une distribution de Maxwell-Boltzmann qui a uniquement une signification statistique. Elle indique quelle proportion du nombre total de molécules possède à chaque instant une vitesse donnée, mais la situation n'est pas figée. À chaque température correspond une distribution différente. On voit que l'élévation de température étend le diagramme vers les valeurs élevées de la vitesse, mais en même temps l'aplatit. À température élevée, il y a davantage de molécules possédant une grande vitesse, mais la dispersion de l'énergie augmente. À un instant donné et à une température donnée, le modèle cinétique des gaz conduit à la relation suivante entre la pression et le volume d'un gaz. PV égale 1/3 de Nm Na fois V carré bar, où N est le nombre de moles, M la masse des molécules, Na le nombre d'Avogadro, V carré bar la moyenne des carrés des vitesses, P est la pression et V le volume. Nous avons vu précédemment que l'énergie cinétique E bar est égale à 1/2 de mv carré bar, et également à 3/2 de kBt, d'où mv carré bar est égal à 3 kBt. Donc PV est égal à 1/3 de N fois Na fois 3 kBt, ce qui donne N fois Na kBt. Or, pour un gaz parfait, PV égale nRT. On retrouve donc R égale Na fois kB. La constante des gaz parfaits, R, apparaît donc comme le produit du nombre d'Avogadro et de la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann peut inversement être considérée comme la constante du gaz parfait rapportée à une molécule réelle et non à une mole. Il y a ici une relation entre un modèle microscopique, thermocinétique, et une loi macroscopique, loi des gaz parfaits. La vitesse des réactions chimiques, grandeur macroscopique, dépendra des fréquences des collisions entre molécules, et donc de la vitesse des molécules, qui est une grandeur microscopique, elle-même liée à la température. C'est ainsi une explication du fait que la constante des gaz parfaits, R, intervient dans l'expression de la constante de vitesse K. Le modèle cinétique des gaz conduit à la relation. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel.
Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous intéresser aux réactions complexes. En effet, l'étude cinétique de ces réactions peut permettre de déterminer leur mécanisme réactionnel. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie d'activation des réactions complexes. Nous allons étudier ici l'énergie. Cette figure représente le profil énergétique d'une réaction complexe constituée de deux étapes successives. Dans la première étape, on part des réactifs pour obtenir un composé intermédiaire. Cette étape possède une énergie d'activation EA1. Dans la seconde étape, le composé intermédiaire réagit pour former les produits. L'énergie d'activation de cette étape est EA2. Il existe donc deux états de transition et un minimum d'énergie entre leurs deux maximums. Ce creux correspond à l'intermédiaire de la réaction. Il ne faut pas confondre l'état de transition et l'intermédiaire réactionnel. L'état de transition est une espèce imaginaire, impossible à isoler, alors qu'un intermédiaire réactionnel est une espèce pouvant être caractérisée et ayant une durée de vie. Cet intermédiaire peut être stable, mais il peut aussi être instable et avoir une courte durée de vie, quelques millisecondes. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un ion ou d'un radical libre. En règle générale, plus l'intermédiaire d'une réaction est stable, c'est-à-dire plus le creux qui lui correspond est profond, plus l'énergie d'activation de sa formation est faible, et plus il se forme rapidement. Il en résulte qu'une réaction qui peut prendre plusieurs voies passe préférentiellement par celle qui comporte l'intermédiaire le plus stable.
C'est ainsi que se détermine souvent l'orientation des réactions. Voici un exemple de réaction passant par un intermédiaire. La réaction entre l'éthylène, CH2 double liaison CH2, et l'acide chlorhydrique, HCl. Cette réaction passe par la formation d'un intermédiaire ionique, CH3CH2+, pour donner ensuite le produit final de la réaction, du chloroéthane, CH3CH2Cl. Remarquez que l'on note l'intermédiaire entre crochets. Cette figure représente les profils énergétiques d'une réaction. La loi de vitesse d'une réaction est directement reliée à son mécanisme réactionnel. La connaissance du mécanisme réactionnel permettra de répondre à certaines questions, comme qu'est-ce qui détermine l'ordre des réactions, ou pourquoi les réactifs ne figurent-ils pas toujours dans la loi de vitesse. Quand une réaction passe par la formation d'un ou plusieurs intermédiaires, les différentes étapes élémentaires successives n'ont pas forcément des constantes de vitesse du même ordre de grandeur. Certaines étapes élémentaires peuvent être beaucoup plus lentes que d'autres. Dans ce contexte, la notion d'étape cinétiquement déterminante est très importante et très utile. Pour illustrer cette notion, prenons l'exemple de cette réaction. 2NO2Cl qui donne 2NO2 plus Cl2. C'est une réaction complexe dont le mécanisme comprend les deux étapes élémentaires suivantes. NO2Cl qui donne NO2 plus Cl et NO2 plus Cl qui donne NO2 plus Cl2. La première étape de la réaction est relativement lente par rapport à la seconde. Elle comporte en effet uniquement la rupture d'une liaison, ce qui exige de l'énergie. La seconde étape, par contre, est plus favorable énergétiquement, car elle comporte à la fois la rupture d'une liaison et la formation d'une autre. Elle possède donc une constante de vitesse plus grande que la première. Mais elle consomme les atomes Cl produits par la première et ne peut les consommer plus vite qu'ils ne sont produits. On peut facilement montrer mathématiquement que la vitesse globale de la réaction ne dépend plus que de la plus petite des deux constantes de vitesse. En d'autres termes, la vitesse de réaction ne dépend que de la vitesse à laquelle l'intermédiaire Cl se forme et non de la vitesse à laquelle Cl réagit pour former les produits. Pour cette raison, l'étape NO2Cl qui donne NO2 plus Cl est appelée cinétiquement déterminante ou cinétiquement limitante. Cette première étape est une réaction élémentaire unimoléculaire, c'est-à-dire de molécularité égale à 1. Son ordre est donc égal à 1. Sa loi de vitesse est donc V est égal à K fois concentration de NO2Cl. Et c'est aussi celle de la réaction globale. Les mêmes remarques s'appliquent aux mécanismes réactionnels plus complexes, et l'étape cinétiquement déterminante est en général celle dont la vitesse est la plus lente et qui impose la vitesse globale de la réaction. On définit donc l'étape cinétiquement déterminante de la façon suivante. La vitesse de formation d'une espèce produite par une série de réactions élémentaires successives est déterminée par l'étape la plus lente. Cette étape, appelée étape cinétiquement déterminante de réaction globale, impose sa vitesse aux étapes suivantes. La loi de vitesse d'une réaction est directe. Nous avons vu précédemment les profils énergétiques d'une réaction complexe constituée de deux réactions successives. Nous étudierons ici deux cas simples de réactions successives, aussi appelées consécutives. Premier cas, le cas le plus simple est celui d'une réaction de bilan A donne C, s'effectuant en deux étapes unimoléculaires, non réversibles, dont les constantes de vitesse sont K1 et K2, et les vitesses V1 et V2. La séquence d'étapes est donc la suivante. A donne B avec une constante de vitesse K1, puis B donne C avec la constante de vitesse K2. Remarquons que l'ordre de chacune de ces deux réactions élémentaires est 1, comme la molécularité, et on ne peut faire ce parallèle que dans le cas des réactions élémentaires. Les vitesses de variation des concentrations A, B et C sont pour A, moins D2A sur dt égale V1, égale K1 fois concentration de A, puisque A est le réactif de la première étape. Pour C, D2C sur dt égale V2, égale K2 fois concentration de B, car C est le produit de la deuxième étape, B en étant le réactif. Pour B, c'est plus compliqué. La variation de la concentration de B est en réalité la somme de deux variations de concentration. Une provient de la formation de B au cours de l'étape 1, à la vitesse V1, soit K1 fois A, et l'autre provient de la disparition de B au cours de l'étape 2, à la vitesse V2, soit moins K2 fois B, moins car il s'agit d'une disparition. On note à 0 la concentration initiale de A, et l'on considère le cas où les concentrations initiales de B et C sont nulles. On peut donc prévoir ceci sur l'évolution des concentrations, comme on peut le voir sur cette figure. La concentration de A ne peut que décroître continuellement au cours de la réaction et tendre vers 0.
La concentration de C, inversement, ne peut que croître à partir de 0 et tendre vers la valeur finale C égale à 0 lorsque A aura été totalement transformé en C. Pour la concentration de B, deux cas de figure sont possibles. K1 supérieur à K2 ou K1 inférieur à K2. Si K1 est grand devant K2, c'est le cas de cette figure, la concentration de B augmente au début de la réaction, car alors V1 est supérieur à V2. Mais A diminuant et B augmentant, V1 décroît et V2 croît. Il arrive donc un moment où V1 égale V2. Puis la situation s'inverse. Après être passé par un maximum, la concentration de B diminue donc et tend vers 0. Maintenant, si K1 est petit devant K2, la concentration de B ne peut pas devenir importante. Elle reste faible pendant toute la réaction. On peut alors faire l'approximation qu'elle est constante pendant la plus grande partie de la réaction. C'est l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Tout se passe comme si A se transformait directement en C. Si on fait cette approximation, que la concentration de B est constante, alors la dérivée de sa concentration est nulle. On a alors d de B sur dt, qui vaut V1 moins V2, est égal à K1A moins K2B, est égal à 0. D'où K1A égale K2B, et d de C sur dt égale K1A, ce qui est aussi égal à V1. On retrouve le résultat établi précédemment que la formation de C est contrôlée par la vitesse de la première étape, constante K1, qui joue le rôle d'étape cinétiquement déterminante. Nous avons vu précédemment le profil énergétique. Un autre cas de réaction successive est celui d'une réaction dont le bilan est A plus B donne C, s'effectuant en deux étapes, dont la première est un équilibre avec formation d'un intermédiaire. La séquence est donc la suivante. Un équilibre qui conduit à un intermédiaire I, avec une constante de vitesse dans un sens noté K1 et dans le sens inverse noté K-1. La deuxième étape est non réversible et conduit au produit C avec une constante de vitesse K2. On ne considérera que le cas où K1 est très supérieur à K2. Les expressions des vitesses sont les suivantes. V1 égale K1 AB, V-1 égale K-1I et V2 égale K2I. Si K2 est très petit devant K1, ce qui est souvent le cas dans cette situation, la seconde étape sera l'étape cinétiquement déterminante. Lorsque l'équilibre correspondant à la première étape est établi, les vitesses dans les deux sens sont égales. V-1 est égal à V1. On peut donc dire que K2 est également très petit devant K-1. On peut alors négliger la consommation de I par l'étape 2 devant sa consommation par la réaction inverse de la première étape, -1. En effet, K2I sera négligeable devant K-1I. On peut donc écrire d de I sur dt égale K1AB moins K-1I. K1AB est le terme qui provient de la formation de I par l'équilibre dans le sens 1, ordre 1 par rapport à A et B. K-1I provient de la disparition de I par l'équilibre dans le sens -1, ordre 1 par rapport à I. Dans le cas de l'approximation de l'état quasi-stationnaire pour I, on a d de I sur dt égale 0, d'où K1AB est égal à K-1I. Et la concentration de I vaut donc K1 sur K-1 fois AB. La vitesse de formation de C, d de C sur dt, qui vaut K2 fois la concentration de I, peut alors s'exprimer par K1 K2 divisé par K-1 fois concentration de A fois concentration de B. Ici, contrairement au cas précédent, la vitesse de formation du produit C ne dépend pas seulement de l'étape dont la constante est la plus faible. Ces deux exemples conduisent à une double conclusion générale. Une étape est cinétiquement déterminante si toutes celles qui la suivent ont une constante de vitesse plus grande que la sienne. Et la vitesse de la réaction globale dépend de l'étape déterminante et de celle qui la précède éventuellement, mais pas de celles qui la suivent. Un autre cas de réaction successive est celui... Voyons à travers un exemple comment utiliser ces deux concepts d'étape cinétiquement déterminante et d'approximation de l'état quasi-stationnaire, en abrégé AEQS. Intéressons-nous au mécanisme de la renaturation d'une double hélice d'ADN à partir de deux brins A et B. Cette réaction peut être décrite par le mécanisme suivant. A plus B en équilibre avec l'hélice d'ADN instable, notée ADN étoile, avec les constantes de vitesse K1 et K-1, K1 de la gauche vers la droite et K-1 de la droite vers la gauche. Puis ADN étoile donne la double hélice stable, notée ADN, avec une constante de vitesse K2. On cherche l'expression de la vitesse d'apparition de l'ADN, dans le cas où on applique l'AEQS à l'hélice instable, K1. Puis dans l'hypothèse supplémentaire où l'on considère l'équilibre comme très rapide, K2.
Dans le cas 1, on se place dans l'approximation de l'état quasi-stationnaire, AEQS, pour l'hélice instable, soit ADN étoile. Les vitesses s'écrivent V1 égale K1 AB, V-1 égale K-1 ADN étoile, et V2 égale K2 ADN étoile. On applique l'AEQS à ADN étoile, donc écrivons la variation de la concentration en ADN étoile en fonction du temps. ADN étoile se forme à partir de l'équilibre dans le sens 1, ce qui donne K1AB. ADN étoile est consommé par l'équilibre dans le sens -1, soit K-1 fois ADN étoile, et consommé par la réaction 2, soit moins K2 ADN étoile. Et tout ceci est égal à 0. On cherche l'expression de la vitesse d'apparition de l'ADN, qui est la même chose que la vitesse de formation, c'est-à-dire VAP de ADN égale D de ADN sur DT est égal à K2 fois ADN étoile, ce qui est égal à V2. Or, d'après la relation 1, on a K1AB est égal à K-1 plus K2 fois ADN étoile. On peut donc exprimer la concentration en ADN étoile de la façon suivante. ADN étoile est égal à K1AB divisé par K-1 plus K2. La vitesse d'apparition de l'ADN s'écrit donc VAP ADN est égal à K2 ADN étoile est égal à K1 K2 sur K-1 plus K2 fois AB. Voyons à travers un exemple comment utiliser ces deux. Dans le cas 2, on se place dans l'hypothèse supplémentaire où l'on considère l'équilibre comme très rapide, c'est-à-dire dans le cas où l'étape 2 est cinétiquement déterminante. L'étape 2 est donc nettement plus lente que l'équilibre. On peut donc écrire que K2 est très inférieur à K1 et K2 est très inférieur à K-1. À partir du cas précédent, on avait établi que la vitesse d'apparition de l'ADN est égale à K2 fois ADN étoile est égale à K1 K2 divisé par K-1 plus K2 fois AB. Si on peut négliger K2 devant K-1, l'expression de la vitesse d'apparition de l'ADN devient VAP de l'ADN est égal à K1 K2 sur K-1 fois AB. L'approximation de l'état quasi-stationnaire et la notion d'étape cinétiquement déterminante nous ont donc permis d'obtenir assez facilement l'expression de la vitesse d'apparition de l'ADN en fonction des constantes de vitesse et des concentrations en réactifs. Remarque, comme l'équilibre est rapide, on peut supposer que AB et ADN étoile sont en équilibre. La constante d'équilibre K, correspondant à la première étape de la réaction, s'écrit K égale concentration en ADN étoile divisé par la concentration de A fois la concentration de B, ce qui est égal à K1 sur K-1. Car à l'équilibre, les vitesses dans les deux sens sont égales. Donc V1 égale K1 AB est égal à V-1 est égal à K-1 fois ADN étoile. Dans le cas 2, on se place dans l'hypothèse supplémentaire où l'on considère l'équilibre comme très rapide, c'est-à-dire dans le cas où l'étape 2 est cinétiquement déterminante. Voyons pour finir ce qu'il faut retenir de ce troisième chapitre de cinétique chimique. Dans la section 1, il est très important de connaître les différentes formes de la loi d'Arrhenius, savoir ce que représente l'énergie d'activation. La section 2 permet de voir comment sont liées les grandeurs microscopiques et macroscopiques. Cette section est moins importante. Dans la section 3, enfin, il est important de comprendre les concepts d'étapes cinétiquement déterminantes et l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Voyons pour finir ce qu'il faut retenir de ce troisième chapitre de cinétique chimique. Dans la section